Non mais moi j'étais un castagneur. Je pars en arrière, je vais m'écraser sur des caissons métalliques et j'arrive à attraper un tiroir. J'y ramène en pleine poire. C'était le roi de l'humiliation. J'avais envie de le déboîter. Excusez-moi, oui, j'avais envie de le déboîter. On sait pertinemment que tout le monde a peur. Celui qui n'a pas peur, c'est un menteur. Il m'explique quelque chose qui m'ouvre l'esprit. Il me dit, de toute façon, il me dit, si vous continuez comme ça, pour vous, c'est la prison ou la mort. Je rentre, j'ai une cigarette dans les mains et je lui dis pas, je te prends du feu. Il m'a pas regardé. Il m'a juste dit, une habitude que tu vas vite perdre. C'est une confession que je fais aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé dans le confessionnal, donc j'étais un petit peu stressé, tout ça. Alors il me dit, mon fils, alors confessez-vous, qu'est-ce que vous savez? Je lui dis, mon père, j'ai tué. Vous avez pensé à être prêtre? Oui, oui. Si. Oui, mais non, c'est un gros scoop, je vous dis, c'est vrai. Et après, j'ai connu les filles. Oui. C'était foutu. Et, voilà, tu vas t'appeler Marius. Alors Marius, on vous connaît pour vos répliques légendaires. Moi, la première que j'ai vue, c'est quand vous dites retiens tes larmes, sinon je t'assomme. Je considère ça comme une faute professionnelle grave. Je me ferai un plaisir d'aller voir le Pacha pour demander autorisation que tu sois viré. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Et là, je me suis dit, oulala, il va falloir que j'interviewe Marius. J'espère que je peux en prendre une. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cette mission de formateur? Je rends au quintuple ce que la Marine nationale m'a donné, quoi. Quand j'étais à poste comme instructeur au stage commando, ben moi je voulais que les gens ressentent tout le bonheur que j'avais à être là. Alors c'est sûr que mes mots ils peuvent bousculer un petit peu, mais il faut savoir que ces gens-là que j'avais au stage commando, c'était des engagés qui se présentaient pour aller servir en opérationnel au commando. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà 3 ou 4 ans de marine. Et nous, alors j'aime pas parler de ce terme-là, mais nous on allait donner un produit à l'opérationnel qui était complet. Donc vous leur donnez ce que vous avez reçu, et donc on voit dans vos yeux, dans Envoyé spécial, que vous les aimez, mais presque comme des fils. Oui, parce que vous avez une grosse responsabilité. Je voulais le produit brut, le diamant, c'est-à-dire les jeunes qui arrivaient, qu'on allait mettre un petit peu en toute humilité à notre image. Mais le fait de leur donner une bonne formation et des bonnes fondations, on sait que ces gens-là, après, ils sont prêts pour aller dans l'opérationnel. On va remonter un peu dans l'histoire. C'est la partie de votre vie où vous êtes un voyou. La voyoucratie à Marseille, vous dites. Vous fréquentez le milieu. Vous étiez fasciné aussi par le personnage du film Le Parrain. Oui, plus Tony Montana dans Scarface. Oui, c'est pas le même. Une histoire que je racontais, j'ai jamais touché à la drogue. Je parle des drogues dures. Je suis d'une génération moi, de l'héroïne. Hein. C'est ma génération à moi, c'est l'héroïne, hein. C'est la French, c'est toutes ces choses-là. Et avec des gens qui se piquaient. Hein. Donc voilà, là-dessus. Mais moi, comme j'étais sportif et que je boxais à l'époque, j'ai jamais voulu avoir une défaillance, on va dire, physique ou psychologique. Je voulais être toujours clair dans mes bottes. Mais par contre, je l'ai vécu à proximité, mes camarades, mes copains de quartier. J'ai vu des choses horribles là-dedans, des overdoses, des gens mourir en fait. Des gens mourir, sortir la langue pour pas qu'ils s'étouffent, des choses comme ça, c'était horrible. Ce qui m'animait à moi, c'était l'excitation. L'excitation parce que j'aimais les armes. J'aimais en fait me mettre à l'épreuve pour voir si j'étais capable de cap ou pas cap. Un jour, on avait fait, quand j'ai raconté le receleur qu'on avait un petit peu molesté pour récupérer chez lui du matériel et tout ce qui s'ensuit. Et je me souviens, dans la villa des parents d'un de mes camarades de l'époque, le butin sur la table et tout ce qui s'ensuit. Et puis il y avait 2 belles armes, il y avait un 11-43, un Colt 45, enfin je vous parle de ça, padré. Moi, je n'y connais Dieu rien. vous protège, vous n'y connaissez rien. On n'est pas obligé de tout savoir. Non, mais voilà, mais bon, c'est un calibre d'armes. Et la discussion, on était 5, et la discussion commence, bon alors on va vendre tout ça et puis on va acheter de la drogue. Et puis moi j'ai dit non. Moi, je prends ça et je m'en vais. On sent que vous êtes dans ce système de voyous aussi parce que vous fuyez des trucs de votre famille, ça on en reparlera aussi. Oui. Vous cherchez de la validation, vous cherchez à exister, mais en même temps il y a la conscience qui est là et vous voulez pas décevoir votre mère, vous voulez pas. Non, je veux pas rentrer dans et je vois trop de choses. J'ai quand même une lucidité et un regard clairvoyant de ce qui se passe autour de moi et je vois la déchéance que ça amène sur les gens. J'aimerais bien que vous nous racontiez d'abord la garde à vue mouvementée, qui est peut-être votre seule garde à vue d'ailleurs, qui est une histoire incroyable. Cette garde à vue, elle me laisse un souvenir. Je l'ai là, on voit pas, je suis mal rasé, mais j'ai une tour Eiffel qui est dessous, c'est ma cicatrice qui est ici. Ma tour Eiffel, j'appelle quand je suis bien rasé, on voit la tour Eiffel, ça fait une petite cicatrice ici.
Et effectivement, on est convoqué pour une affaire, il y a des choses qui ont été faites, mais comme on est la même bande, en fin de compte, la police, quand il récupère la totalité des personnes. Oui, bien sûr. J'ai rien à voir là-dedans, je le dis, j'ai absolument rien à voir. Vous étiez innocent dans cette histoire. Totalement innocent. Pas du reste de temps en temps, non, mais non, là, du reste, oui. mais celle-là, je suis totalement étranger à cette affaire-là. Je tombe sur un inspecteur qui ressemble plus à Michel Constantin, Lino Ventura, pour ceux qui connaissent un peu ma culture cinématographique de l'époque et celle de mon père. Donc voilà. Et il fume, il n'arrête pas de fumer, À l'ancienne. À l'ancienne. Et puis moi, Dans un bocal. alors je suis très joueur aussi. Donc je le promène, je le balade. Je lui dis que c'est dangereux, il fume beaucoup. Je lui dis que c'est dangereux, tout ça pour sa santé. Bon, je le prends un petit peu pour un imbécile, tout ça. Et au bout d'un moment, bon, il sort de ses gonds et il me met un revers. Il avait une belle chevalière. Il me prend ici en monumental, quoi. Monumental. Ah oui, bien sûr, puisqu'il il m'éclate complètement la lèvre supérieure. Donc, mais j'ai ce qu'on appelait à l'époque, on dit ça, j'ai les bracelets quartiers, quoi. J'ai les bracelets menottes, quoi. On appelait ça bracelets quartiers. Et je les ai devant, quoi. Grave erreur, il m'a attaché devant, mais je ne suis pas attaché ni au fauteuil, ni au radiateur. Je suis vraiment attaché devant avec les mains comme ça. Et quand je pars en arrière. Et en partant en arrière, je vais m'écraser sur des caissons métalliques et j'arrive à attraper un tiroir. Donc, j'emmène le tiroir avec moi et j'y ramène en pleine poire. Donc là, c'est un chaos technique net. Clair, net et précis. MMA, quoi. Ah oui, il tombe de sa chaise. Et là, je me dis, vraiment, tu as fait une grosse bêtise. Et j'entends les pas dans le couloir arrivant. J'ai dit, là, ça va être ma fête. Et ça a été ma fête. Je prends quelques coups de pied, quelques coups de poing, tout ça. On me ramène en cellule de garde à vue. Et puis, c'est des cellules qui ne sont pas bien agréables. Les gardes à vue, tout le monde a du passage. Ouais. Donc, je suis là-dedans, les odeurs. Je suis vraiment maquillé de sang de partout sur les fringues. Et puis là vient un jeune inspecteur qui me dit, vous avez besoin d'un médecin. Je dis, non, je veux pas de médecin, rien, je veux qu'on en finisse, j'ai rien à voir là-dedans. Et il me prend, il m'amène donc dans son bureau. Il dit, bon, ce qui s'est passé, tout ça. Bon, je dis, je veux pas en parler, je veux rien savoir, je veux qu'on en termine là-dessus. Il m'a tapé, je l'ai tapé. Voilà, je dis, pour moi, l'affaire, elle est claire là-dessus. Et il était conscient de ça, le jeune inspecteur. Il était conscient de l'erreur de l'ancien inspecteur. Peut-être que je l'avais un peu énervé, tout ça, mais que ce n'est pas des choses qui se font. Bon, passons. Et là, il me dit, vous avez fait votre service militaire? Je dis, ben non, je n'ai pas fait mon service militaire. Il dit, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez cet après-midi à la caserne du Muy à Marseille, vous allez devancer votre appel et vous allez partir très loin et très longtemps. Et si vous revenez comme quoi vous avez fait cette démarche, il n'y a absolument rien contre vous. Aucune poursuite, et on arrêtera là les frais là-dessus. Et surtout, il m'explique quelque chose qui m'ouvre l'esprit. C'est cette phrase qui me marque, il me dit, de toute façon, il me dit, si vous continuez comme ça, pour vous, c'est la prison ou la mort. Quand je vais à la caserne du Muy de Marseille, je devance l'appel. Je dis, c'est quoi le plus long? On me dit 12 mois plus 12 mois, 24 mois. Quelle arme? J'avais perdu mon père jeune, mais je savais qu'il avait fait la marine. Je dis la marine, et le gars me dit, mais vous êtes sportif? Je dis, oui, je suis boxeur. Il dit, les fusiliers marins. Il dit, fusilier marin, il dit, c'est bien, comme ça, fusilier marin, vous serez dans le sport. J'ai tenu mon engagement. Je suis revenu au commissariat. J'ai montré la preuve comme quoi j'avais devancé mon appel, parce que j'avais demandé un document là-bas à la caserne du Muy, et je suis parti. Et ça m'a sauvé la vie. Du coup, vous rejoignez la marine et vous arrivez donc à Lorient, vous y connaissez rien, vous êtes plein de nouveaux de tous les endroits de France et là, vous arrivez équipé. J'étais encore dans cette configuration de petits caïds. Donc effectivement, j'avais sur moi un 22, un Arminus trafiqué, là, un calibre 22, un 8 coups. Et on est arrivé dans l'école des fusiliers, c'était à Priatec. Aujourd'hui, tout ça c'est détruit, c'est marrant, j'ai des copains qui m'ont envoyé des photos, ça a disparu. Et ça faisait un bâtiment avec un espèce de sas, un Porsche. Ouais. Et après, on arrivait dans une cour intérieure. Et quand on est descendu tout civil, il nous a regardé, il a dit, voilà, la marine vous donne une chance. Vous allez passer dans ce couloir. Dans ce couloir, il y a 2 caisses. Dans ces 2 caisses, vous mettez tout ce qu'il y a de plus, tout ce qui n'est pas légal. Stupéfiants, matraques, gaz, armes, couteaux, tout ce qui n'est pas légal, vous le mettez là-dedans parce que une fois que vous avez passé ce couloir, là, vous êtes civil. Et quand vous arrivez de l'autre côté, vous êtes militaire. Et vous nous appartenez. Oh. Alors, j'ai laissé passer. Là, vous êtes tout seul. Oui, on est plusieurs, hein. On est tous alignés. Il y a 200, mais quand on passe dans le couloir. Il y a 200, mais quand on est dans le couloir, on est tout seul. J'ai laissé passer beaucoup de monde devant. Oui, vous réfléchissiez. Non, et la curiosité aussi de voir ce qu'il y a dans les caisses. J'ai dit la vérité, je mens pas. Et je regarde, et puis j'arrive à la 2e caisse, et là, je dis, t'as quand même une chance, hein. Vas-y, fais-le. Et je sors ce petit 22 là que j'avais dans le dos, là, et je le sors, et je le mets dedans, mais avec quand même, je coupe, mais un contre-cœur, parce que c'était dur à trouver une arme. Donc je le mets dedans, et je dis voilà. Et quand je ressors de l'autre côté, eh ben, en fait, de l'autre côté, il y avait les instructeurs qui nous attendaient, plus les gendarmes maritimes, avec chiens et compagnie, pour venir fouiller, et je me suis dit, t'as fait le bon choix. C'est aussi
une nouvelle naissance, du coup. Oui. Vous êtes à poil en sortant de ça. Oui, Vous exactement. aviez vos, Oui. vos petites habitudes, votre statut. Personne me connaît, je connais personne. Je suis quelqu'un de nouveau. Je portais des fardeaux énormes sur les épaules et tout ce qui s'ensuit. Et quand je suis arrivé là, j'étais quelqu'un de nouveau. Et cette nouvelle personne, en fait, je pense que c'était moi au fond de moi-même. C'était le vrai vous. C'était le vrai moi. Et j'ai dit à partir de maintenant, je ne volerai jamais une pomme quelque part. Je ne ferai jamais. C'était voilà. Et en fait, il y a un truc hyper symbolique, c'est que vous changez même de nom d'une certaine manière. Au fur et à mesure du processus de formation, il y a quelqu'un qui vous rebaptise Marius. C'est quoi cette histoire? Bisbo, mon instructeur au stage co, on était en train de faire du franchissement à la cuve sèche, ça s'appelle. Rappel, escalade, tout ça. Et puis moi, j'étais avec un gars que je connaissais un peu, je parlais avec lui. Puis j'ai pas eu que l'instructeur me regardait, il me voyait, il me disait, et d'un coup, il arrête l'instruction, il me dit, tu aimes bien parler, toi, hein? Je dis non, second maître. Il dit d'où tu viens? Je dis je viens de Marseille. Il dit tu connais bien les Calanques, le Cassis, tout ça? Il dit oui, je connais un petit peu. Et là, il sort sa dague. Il avait une dague et il va bien au sol. Et il prend un bon pissenlit qui déterre bien jusqu'à la racine. Là, il tape et il le sort. J'ai encore cette image devant les yeux. Il prend sa dague, mais il met juste un coup dessus. Ça fait qu'il y a un peu de terre qui s'en va, mais pas beaucoup. Il dit approche, mets ça dans la bouche. Hop. Et il me dit comme tu es du Sud, tu vas t'appeler Marius. Et je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire oui, non, tout ça. C'est lui qui décide. Il se retourne vers le stage, il dit, vous l'appellerez Marius. Ça m'allait très bien. Et puis comme dans les unités spéciales, vous n'avez que des pseudos pour vous protéger tout ce qui s'ensuit, ben moi, mon pseudo était tout choisi, c'était Marius, quoi. Voilà. Vous êtes major de votre stage commando. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter le moment où vous comprenez que vous êtes major, on vous appelle? Ça a été vraiment une valorisation. Une victoire tellement forte au fond de moi-même que j'ai dit, il n'y a plus rien qui ne pourra m'arrêter. Pour la première fois de ma vie, je suis premier quelque part, je suis major, c'est un sentiment qui n'est pas... C'est une explosion de joie à l'intérieur, il n'y a pas de comparaison à ça. Je ne l'ai jamais ressenti après ça. J'ai été major à mon chef d'équipe aussi, pareil, et j'ai été second à mon BS, mais c'était pas la même chose. Là c'était encore une essence. Là c'était vraiment, voilà, je savais que immédiatement j'allais servir la cause, que j'étais quelqu'un d'utile, que j'étais reconnu, et on m'a valorisé. Et ça, pour moi, c'est une explosion de joie, quoi. Qu'est-ce qui vous a fait devenir l'homme que vous êtes? Honneur, discipline, c'est les valeurs de la marine. Respect et surtout la confiance qu'on peut avoir malgré qu'on soit tous des loups les uns entre les autres. C'est des liens qui sont tissés à la vie, à la mort. Voilà. Mes frères d'armes, j'en ai. On ne s'appelle pas, on ne se voit pas de 5 ans. J'ai un souci, je passe un coup de téléphone, les gens sont là, quoi. Et réciproquement, s'ils m'appellent, je serai là. Quand je suis arrivé dans le civil, j'ai pris une claque phénoménale. Je me suis dit, mais c'est ça le monde civil. J'ai découvert la rancune, l'hypocrisie. Et c'est vrai que je me suis dit, effectivement, je commence à toucher du doigt, en étant sorti du cocon et de la protection, je commence à toucher du doigt ce que c'est la réalité, quoi. Vous avez dit la discipline, il y a aussi cette question de l'obéissance, qui est un truc un peu... C'est la base, et en même temps, c'est aussi à double tranchant. Il y a un moment dans l'envoyé spécial où on voit les gars qui reviennent avec le Zodiac, et vous leur dites... Asseyez-vous, laissez-les se débrouiller, asseyez-vous. Voilà, c'est bien. C'est ça la bonne mentalité. C'est ça, tu l'as, toi. Toi aussi, tu t'assois. C'est bien. Allez au cul! C'est pour les faire réagir. Et à ce moment-là, je leur dis... Vous les engueulez. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, ils n'ont rien compris. C'est pour qu'ils réagissent. S'ils se comportent comme ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire que le Zodiac, ils peuvent le laisser là, personne ne va leur voler le Zodiac. Mais qu'ils aillent par contre aider leurs camarades qui sont en train de souffrir dans la boue, ça doit faire partie de ça. Toujours tendre la main au plus faible pour le mettre à la hauteur du plus fort. Et si on comprend ça et qu'on se dit que malheureusement, il y a des gens, ils ne sont pas faits pour ça, parce que dans la vie, c'est pas grave de se tromper. Je suis petit, je veux faire prêtre jusqu'à mes 15-16 ans, et puis un jour, je m'aperçois que ce n'est pas ma vocation, ben, je me suis trompé, et je fais autre chose, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez pensé à être prêtre? Oui, si? Oui, mais non, ça, c'est un gros scoop, ça. C'est un gros scoop, je vous dis, c'est vrai. Et après, j'ai connu les filles. Ouais. C'était foutu. Voilà, c'est la pure vérité. Et ma mère disait qu'elle avait un franc-parler, elle disait, j'ai fait un cul béni, c'est pas possible.
Alors, si on revient juste sur l'obéissance, en fait, je crois que la bonne obéissance, c'est celle qui intègre aussi le fait de savoir désobéir au bon moment. Quand vous enlevez la mouette morte qui est sur la tête de votre copain, de Dudu, bah oui, c'est horrible. vous désobéissez. Ouais, je désobéis. Ouais. Sauf que le grand chef, il vous valorise à ce moment-là. Oui, oui. Sur la mouette, on est au Toulinguet. On fait des franchissements de rouleaux au Zodiac. On est dans les Zodiacs et puis à la pagaie, on doit franchir les rouleaux. Alors la mer, elle est déchaînée et on est dans l'embarcation. Et dans mon équipe, moi, il y a Dudu, Dumont, il s'appelle, hein, je me rappelle de Dudu. Tellement que la mer était déchaînée, on n'arrive pas à les franchir. On prenait des paquets de mer à travers la figure et tout ce qui s'ensuit. L'instructeur était en néoprène à la pointe avant. Là. Et puis il disait, allez, tirez sur le bois mort, tout ça. Et puis on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à passer. Et puis là, Dumont, peut-être la fatigue, les nerfs, on n'avait pas dormi, on n'avait pas mangé. Puis Dumont, il rigole, quoi. Il a un sourire. Et puis nous, on est derrière sur le bois mort et puis on sourit. Et là, il s'en prend dans le Zodiac à lui, mais il lui met une trempe de chez trempe, mais vraiment, je suis impressionné. Et on retourne sur la plage, et là, sur la plage, il trouve un cormoran ou une mouette, je sais plus, mais en décomposition. Il la prend, il lui met sur la tête et il attache avec un bout. C'est horrible. Et moi, je lui ai enlevé la mouette, quoi. J'ai enlevé la mouette aux grandes dames de Pilois qui lui avait mis, de Pilon, pardon, qui s'est excité dessus, mais je lui ai enlevé la mouette. Cet instructeur, là, Pilon, c'était le roi de l'humiliation. Et je vous dis ça parce que je l'ai raconté, je crois, dedans. On est à la Chaise du Diable, ça s'appelle. C'est un endroit qui s'appelle comme ça en Bretagne, où on fait des franchissements et tout ce qui s'ensuit. Et on est rassemblés, il nous explique comment franchir une coupure humide, c'est-à-dire une rivière, comment on installe, qui passe en premier, tout ça. Puis on est tous rassemblés et il dit qui est bon nageur? Puis moi, j'étais toujours volontaire pour tout, quoi. Et puis je lève la main, grave erreur. Je dis moi. Il dit très bien. Et il m'a mis entre deux arbres. Il y avait deux arbres, ça faisait à peu près une cinquantaine, 60 mètres. Il m'a attaché la corde spéléo autour de la taille et il m'a dit vas-y, mets-toi au sol et nage jusqu'à l'autre arbre. Sauf qu'on est sur la terre ferme. Donc je suis en train de brasser sur la terre ferme, c'est une humiliation. Hein. Brasser sur la terre ferme comme ça. Et là il dit non, pas la brasse, le crawl. Imaginez nager le cross sur du dur. Donc je vais jusqu'au bout de l'arbre, je dis rien, mais vous savez, moi j'étais un castagneur. C'est injustice. Non mais moi j'étais un castagneur. J'avais envie de le déboîter. Excusez-moi, j'avais envie de le déboîter. Et ça passe, vous voyez, ça passe, mais je me dis, c'est pas grave. Et en fait, quand je suis sorti major du stage, ça a inhibé toutes ces choses. Et quand on a fait un pot à la fin du stage, j'ai demandé à Bisbeau, qui était mon maître à penser, ce nageur de combat et mon instructeur en deux, et je lui ai dit, mais il vient pas Pilon au pot? Et il a dit non, il vient pas. Et heureusement, quoi. Parce que je lui aurais dit ce que je pensais. Je voudrais qu'on parle d'un sentiment qui est très présent et qui, je pense, gouverne beaucoup les gens dans la cité d'aujourd'hui et que les commandos connaissent bien, mais le gèrent aussi, c'est la peur. Je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup gouvernés par la peur et la peur, quand elle n'est pas gérée, elle fait aussi faire des bêtises. Par exemple, quand vous sautez dans l'opération Svein, vous ne savez même pas encore si c'est une opération ou un exercice, il y a de la peur dans l'avion. Comment on fait quand on est commando marine pour gérer la peur et en faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des leçons de vie là? Je dirais, cachez vos émotions. Ça, c'est la priorité numéro 1, parce qu'on est entre nous. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un agneau qui se... Entre potes. Entre nous. Entre nous, du matelot jusqu'au chef d'escouade, on ne doit jamais montrer la faille ou la faiblesse. Arrêtez de trembler. La pire des choses, c'est de montrer aux gens quand on subit. Ne montrez jamais la faille à personne. Le fait de montrer une seule faille à quelqu'un, la personne s'engouffrera dedans. À côté de ça, on sait pertinemment que tout le monde a peur. Celui qui n'a pas peur, c'est un menteur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, oui, ou un inconscient, mais ça n'existe pas. Le cerveau humain, il est bien fait là-dessus. On est tous des animaux au départ. Quand vous avez un incident où il arrive quelque chose qui n'est pas normal, il y a 3 choses qui se produisent. La première, c'est la sidération, et après, c'est la fuite, l'attaque, ou l'attaque, la fuite. On est tous pareils. L'attentat du Bataclan. Ouais. J'ai un portier qui était français d'origine ivoirienne. Un beau bébé là, de 2 mètres et bien costaud. 120 kilos de muscles. Et, ouais, exactement. Et j'ai parlé avec lui post-attentat après. Quand il a réalisé au début qu'il n'a pas su que c'était un attentat au début, sidération, ça a duré 3-4 secondes. Quand il a compris que ça tirait, il est sorti, il est revenu et il a sorti 15 personnes. 15 personnes, il a sorti des gens qui étaient dans la sidération depuis une dizaine ou quinzaine de minutes, prostrés, qui ne pouvaient plus bouger. Lui, il a besoin de 4 secondes. Il a fallu 4 secondes pour sortir et comprendre, et il a fait comme ça 15 allers-retours. Après, il y a eu l'intervention des forces de l'ordre et tout ce qui s'ensuit. Il prenait les gens d'une main qui était dans la position presque fétale, comme ça, et puis il les levait et il les sortait pour les mettre à l'extérieur. Donc on est tous pareils. Et vous, dans l'attente, quand on a cette peur qui est là et qu'on apprend à gérer avant l'action, vous priez? À moi, toujours.
Vous priez comment à ce dans ma moment-là? tête. Je prie, je vous salue. Je vous salue, je vous Je salue. vous salue Marie. Ah oui, j'en fais. Le chapelet, le chapelet, le chapelet. Non, ouais, j'arrête pas. Je vous salue à notre Père. Et notre Père, je le finis jamais comme les autres, moi. Vous finissez comment? Je crois que notre Père, c'est notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation. Je ne dis pas ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais c'est ce qu'on dit maintenant, officiellement. À la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours mis ça, ne nous soumets pas. Les gens mettaient ça, moi, je ne nous laisse pas succomber. Maintenant, on dit aussi ne nous laisse pas entrer. C'est vrai qu'une fois qu'on rentre dedans, on est dans la mort au crocodile. Oui, exactement. Et voilà. Une question de padré par rapport à la guerre, c'est une question que j'ai aussi rencontrée en écoutant des officiers ou des hommes du rang qui m'ont dit voilà, qu'ils avaient dû participer dans le cadre d'opérations, par exemple, c'était un bombardement sur des soldats, qu'ils avaient fait certainement plusieurs dizaines de morts, et ça crée des questions pour un chrétien avec le commandement « tu ne tueras pas ». Comment on fait pour allier ces deux choses? Est-ce que je suis en phase avec ma foi? Je suis fait pour donner la vie et en même temps là je dois donner la mort. Comment on fait pour vivre ça sans se détruire intérieurement? Moi j'ai toujours focalisé et j'ai toujours pensé que je travaillais pour le bien. Je n'ai jamais fait le mal en opérationnel. Je n'ai jamais accepté la frustration de l'individu ou de l'humiliation, ça ne m'intéresse pas. Et après, le reste, on fait avec. Quand on fait les choses, on se dit qu'on fait les choses bien et on le fait pour le bien et non pas pour le mal. Donc ça veut dire que toute votre vie, en fait, vous êtes en cohérence avec votre conscience quand vous êtes en opération? Oui. Moi, personnellement, oui, je le dis. Après, peut-être d'autres personnes ne fonctionnent pas comme ça. Alors aujourd'hui, c'est bien fait puisque depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années, les gens ont affaire à des psys, au retour à des sas de décompression. Moi, ça n'existait pas à mon époque. Nous, on buvait une bière entre copains, entre compagnons d'armes. Et Léon Gauthier, qui a débarqué en Normandie, je me rappelle une fois, je faisais une marche pédestre avec lui, on refaisait le cheminement du débarquement. Et puis, me raconte, tu vois, en montant le mont Hillman, là, il y avait les Canadiens qui avaient donné l'assaut aux Allemands, et puis on passait, on était en tête. Et j'ai vu embrocher un Allemand et un Canadien, les deux debout à la baïonnette, embrochés comme ça. Wow. Et puis ils étaient debout. Alors il me dit, on est passé, on a continué. Il avait pensé, qu'il l'avait imaginé, que cette image, elle n'était pas vraie. Et il me raconte qu'après, il travaillait en Afrique, sur Dakar. Et un soir de Noël, il se retrouve avec quelques anciens, ils boivent un coup pour le repas de Noël, tout ça. Et puis il dit, je vais te poser une question. Tu te rappelles quand on a débarqué et qu'on a pris le mont Hillman, tout ça et tout? L'autre il dit oui, il dit tu te rappelles, est-ce que tu as vu toi un Allemand et un Américain embranchés comme ça? Et puis l'autre il lui a dit oui. Il a dit alors je pensais que je l'avais rêvé cette chose-là. Alors je pense que des fois votre cerveau est fait d'une manière où votre conscience, elle va faire abstraction des choses qui peuvent vous déranger, elles reviennent quand vous discutez avec d'autres personnes qui sont là, mais vous êtes capable de structurer votre cerveau comme ça. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu du moment où vous avez été engagé, et par exemple en 2003, quand vous avez été projeté en Côte d'Ivoire, quand vous évacuez cette famille française et vous prenez soin des enfants de cette famille qui sont pris dans quelque chose qui les dépasse immensément, et on sent dans le livre, dans votre témoignage, une immense tendresse pour ces enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Quand vous faites une extraction de ces personnes, ils sont complètement déracinés. Et puis, ils ont envie en même temps de vous raconter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté au pays, et ils sont tellement désolés que par rapport à un pouvoir politique ou de la crise intérieure, on puisse les déraciner. Ces gens-là ne voulaient pas quitter leur lieu, quoi. C'était tellement émouvant et tellement frustrant pour nous, puisqu'on était là pour leur dire on va vous faire partir. On n'a pas le choix, il faut y aller parce que vous mettez en péril votre intégrité physique et tout ce qui s'ensuit. C'est désolant. Donc là, vous êtes, on pourrait dire, le chien de guerre, comme vous dites, tout armé, tout baroudé avec les armes, et puis vous vous mettez à quatre pattes pour faire des coloriages avec des petits en attendant. C'est normal, c'est normal. Si vous voulez que ça se passe dans le calme et correctement, il est important de se mettre à la portée des gens. Et ce qui fait cette chose-là, c'est la formation. On parlait tout à l'heure des fondations de base des commandos marines, c'est exactement ça. Vous êtes éduqués avec une humilité permanente. Même si vous êtes un chef de meute, même si vous êtes des loups entre les loups, il y a cette humilité. Et chaque fois, tout au long de votre carrière, que vous fassiez 5 ans, 10 ans, 15 ans, moi j'ai fait 22 ans, à un moment donné, pour accéder à la chaîne hiérarchique, on vous remet en question physiquement ou mentalement pour vous faire comprendre que l'humilité est importante. Alors après, quand vous quittez l'institution, vous l'adaptez au civil et vous vous en servez. Aujourd'hui, si je prends mon cas, je suis un manager de proximité. Alors, avec tous les hommes, arrête de chialer, je vais t'assommer. Je l'ai adapté au civil.
c'est-à-dire je ne parlerai pas comme ça, puisque j'ai des partenaires sociaux, j'ai tout ce qui s'ensuit. Mais par Je vois bien contre, la CGT. ils savent, et je m'entends bien avec mes délégués. Quand mes délégués, mes représentants syndicaux viennent dans mon bureau, ils le savent maintenant avec les années, ils ont un problème, mais ils viennent avec 3 solutions derrière. Et si la solution elle est bonne, je la prends. Je voudrais qu'on aille explorer les racines de votre cœur d'enfant. C'est un podcast avec un prêtre, donc forcément on va aller vers ça. Mais vous en parlez beaucoup aussi. Vous êtes né dans une famille de 4 enfants. Le contexte familial il est vraiment difficile. Vous êtes le seul, on ne sait pas trop pourquoi, qui est confié à l'assistance publique. Il y a l'histoire des bonnes sœurs. En fait, à ce moment-là, votre maman, elle ne savait pas trop comment faire pour vous aimer, quoi. Ouais, c'est difficile. Ma mère, elle nous aime, ma mère. Oui, il y a de l'amour. Ma mère, elle nous sûr. aime. Les 4, moi, j'ai un problème, elle m'envoie là-bas. Moi, déjà, dans ma vie, il y a un truc que j'ai, c'est que mon cœur d'enfant, en fait, on n'est pas rancunier, quoi. J'ai pas de rancune envers les gens. Alors, c'est terrible. Hein, vous dites que vous êtes réconcilié avec votre maman. Ah, mais oui, ma mère, je l'aime. Je l'ai dit au TDX, je l'ai dit devant 2000 personnes en disant, maman, je vais te le dire ce soir, c'est filmé, je t'aime, maman, quoi. Donc, j'aime ma mère, heureusement. D'ailleurs, elle doit crier parce que je l'appelle pas assez souvent. Mais c'est comme ça, c'est ma nature. Je n'ai pas ce besoin de téléphoner en permanence. Mais j'aime ma mère, oui. Ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu avec 4 enfants. C'est difficile, c'est un contexte difficile. On n'a pas les moyens qu'on a maintenant. C'était un peu plus rustique, on va dire, sur le principe. Elle était très matérialiste dans le sens qu'on n'a jamais manqué de rien au sens propre. Oui. On était propre, lavé, habillé, bien coiffé, tout ça. Mais avec le recul et mon cœur d'enfant, j'avais l'impression que je manquais un petit peu d'expression sentimentale qu'on aurait aimé avoir. Et ça m'a manqué, je pense que c'est un petit peu la faille que j'avais. Après, je n'étais pas un enfant facile, puisque j'étais le roi des bêtises. Dès qu'il y avait quelque chose à faire, c'était moi, présent et volontaire. Donc, je ne l'ai pas aidé non plus là-dessus. Et pourquoi ce chemin vers la voyoucratie ? Parce que j'ai été chercher la reconnaissance par ce besoin d'adrénaline, par ce besoin de prouver que j'étais plus fort que les autres et que j'allais faire plus de bêtises que les autres. En fait, le cheminement, il est besoin de mais reconnaissance. en même temps, au fond de moi, cette petite conscience qui disait « t'es fait pour le bien et non pas pour le mal ». Ça, vous le devez aussi à votre père. J'ai l'impression que votre père, il a quelque chose d'inspirant. Et en même temps... Mon père n'était pas causant. Mon père, c'est un peu le sosie de Michel Constantin. Un grand, costaud. Je me souviens de son fauteuil en cuir assis, un cendrier avec ses gauloises sur le cendrier et son briquet, et le cendrier où on appuie dessus pour faire tourner, vous savez, zit, zit, pour enlever la cendre. Ouais. Et je me rappelle un jour, j'ai 14 ans, je rentre chez moi, et ma mère, pour faire les devoirs, on avait un secrétaire dans la chambre. Vous savez, un secrétaire, vous ouvrez la porte, tout ça, c'était un peu la tendance, Formica. Et j'avais caché des cigarettes. Et je rentre, et ma mère a dit, parce que ma mère, elle fouillait, curieuse, tout ça, elle nettoyait, et puis une maniaque dépressive là-dessus. Et elle dit, j'ai trouvé tes cigarettes, tu fais le malin, tu fais le beau, tout ça, j'avais 14 ans. Et elle me dit, puisque tu fais le malin, t'as qu'à le dire à ton père, va fumer devant lui. Je dis, je vais pas me gêner, je vais y aller. Et j'ai un souvenir de mon père. Là, vous avez peur. J'ai peur, fumer les clopes devant. Mais j'affronte. Ouais. Il est dans son fauteuil, il regarde la télé. On avait une télé avec 3 chaînes. Il regarde la télé, il est assis dans son fauteuil en cuir, il a son cendrier. Et je rentre, j'ai une cigarette dans les mains. Enfin, je ne l'ai pas mis à la bouche, dans les doigts. Et je lui dis pas, je te prends du feu. Il ne m'a pas regardé. Il m'a juste dit, une habitude que tu vas vite perdre. Je n'ai pas allumé la cigarette. Je l'ai foutue à la poubelle. J'ai dit, si le géant se lève, je sais ce que je vais prendre. Donc, et ça m'a sevré. Il était marin, mais il avait une espèce de folie et de laxisme. Bon, il aimait bien boire un coup. Un soir, ma mère avait cette manie. On faisait les cartes SNCF de famille nombreuse. Sauf qu'on ne prenait jamais le train. Mais, comme ça, au cas où, on avait la carte. Je ne sais pas. Bon. Et un soir, elle avait dit à mon père, on va ce soir faire les photos à Carrefour au photomaton pour les cartes SNCF. Donc on est les 4 gosses assis sur le canapé. Je me rappelle, assis, coiffés, parce que ma mère nous mettait l'autre colonne. Et elle coiffait comme ça. C'était horrible. Je me coiffe jamais, mon mère. Et on était assis les 4. Et mon père, 18, 19, 19, 30, et il arrive. Et quand mon père il ouvrait la porte, il faisait toujours. Ça voulait dire qu'il était là. Donc il fait un. Sauf qu'il essaye de remettre les clés sur le porte-clés et là, elle tombe 2 fois par terre. Nous, on était assis les 4, on dit, j'étais avec ma sœur aînée à droite, j'ai dit, soir, il va y avoir du sport. Et on est assis, elle dit, où t'étais, Jacques, et tout ce qui s'ensuit, tu t'en rends compte, blablabla, ça monte en pression, vraiment, et nous, on est assis, on ne bronche pas. Et elle lui dit, on devait aller faire des photos à Carrefour pour les cartes. Et mon père dit, mais tu nous fais chier avec tes photos, on prend jamais le train, de toute façon. Et là, alors là, ni une ni deux, elle prend sa mule, elle avait une pantoufle,
elle lui balance dessus, il esquive, hein, il arrive quand même, parce qu'il était un peu anisé, mais il arrive et elle casse la vitre qu'il y avait au milieu. Donc ça monte en pression. Elle dit, puisque c'est comme ça, on va divorcer et tout ce qui s'ensuit. Et puis elle s'adresse à nous. On est les 4 assis. Ma sœur aînée, qui est 63, moi 65, mon frère 68 et ma sœur 70. Alors les 2 petits, un peu déconnectés, mais nous on avait quand même un petit peu. Ouais. On a 13-14 ans, enfin 14 ans, ouais, peut-être après. Ma sœur, elle dit, bon, on va divorcer. Avec qui tu veux aller, toi? Alors, ma sœur, pour pas d'histoire, elle est née, elle dit, avec toi, maman. D'accord. Elle arrive à moi, avec qui tu veux? Avec toi, maman. Comme ça, on savait qu'elle n'avait pas d'histoire. Mon frère, avec toi, maman. Et ma sœur, qui était la plus proche de mon père derrière, elle dit, avec papa. Elle la prenait. C'était... on aurait filmé ça à l'époque. Non, mais je vous assure, ma mère, quand j'ai des conversations avec elle maintenant, c'est une confession que je fais aujourd'hui. Mais quand j'ai des conversations, là, que je suis avec elle, des fois on parlait, je dis, mais tu te rends compte comme tu dois être heureuse que tous tes enfants ont réussi dans la vie, quoi. Je lui dis, tu nous as pas donné les bonnes cartes. Hein. Il y a quand même un truc qui rôde un peu dans cette partie du livre, puis qui apparaît à différents moments, c'est de toutes ces disputes, de cette menace aussi, de temps en temps, chantage au suicide, la maman qui allume le gaz, machin. Le gaz, oui, sa spécialité. Et l'histoire terrible qui vous réapparaît pendant le stage de commando, là, de ce flashback de votre père qui essaye de suicider, en fait. Oui, c'était au flingue, Jacques, et vous voyez ça, parce que vous étiez... C'est un petit peu la commedia dell'arte, mais je relativise. Moi, quand ma mère, elle mettait sa tête dans la gazinière, moi, je devais avoir 13 ans ou 14 ans, je lui dis que tu te tues, je lui dis vas-y, mais nous, tue pas à nous. Donc, mais quand vous avez 13 ans ou 14 ans et que vous voyez à travers la claire-voie, c'est quoi cette histoire-là du lac avec votre Non, papa? c'est l'étang de Berre, c'est à l'étang de Berre, au Jaille, à Marignane. Vous partez en vacances? Ouais, mon grand-père maternel nous avait acheté un cabanon. Et dans ce petit cabanon, mon père, il avait fait des pièces avec des canisses et tout ça. Et ils se disputaient, les deux. Et là, mon père, je pense qu'il était arrivé à bout. Il avait un 635. Et puis, il a tenté devant nous. Il y avait la 404, hein, je me souviens, il y avait la 404 Peugeot. Et puis, il a fait un simulacre, mais nous, on était là. Mais c'était des blagues ou alors, est-ce qu'il a voulu, est-ce qu'il n'a pas? Je sais pas. Mais en tout cas, nous, on a été témoins de ça, on l'a vu, quoi. Et il se passe quoi dans votre cœur à ce moment-là, vous? Parce que là, c'est pas pour le coup, si c'est pas voulez, la comédia de... On avait tellement peur d'écrits et des histoires et de la montée en puissance de ma mère que nous, on regardait, on se taisait. Et j'ai eu des moments sombres, jusqu'à encore pas longtemps, hein, où j'ai réussi au fur et à mesure à déposer mes sacs sur le bord du chemin, au fur et à mesure pour les évacuer, parce que j'ai une technique comme ça, moi je parle toujours de sacs, que j'ai évacué pour... des sacs qu'on porte, que mes fardeaux. J'ai beaucoup aidé par ma femme, hein, Stéphanie, et mon chien que j'ai récupéré à la SPA, c'est mon confident avec qui j'ai beaucoup parlé. Et j'ai toujours eu cette petite lumière ou cette petite et les moments où j'allais, alors vous allez voir, vous voyez, ces moments où j'allais balader là, le long d'un canal avec mon chien et tout ça, il y avait un grand chêne qui était là, et sur le tronc de ce grand chêne, il y avait une forme qui ressemblait à la Vierge Marie en train de prier. Et je m'arrêtais, je regardais. Alors une fois, j'ai sauté le canal, j'ai été mettre un petit mot au pied du tronc. Vous aviez un aumônier qui, avant l'émission, vous distribuait des bibles, des médailles de la Vierge. Oui. La plupart des gars faisaient un peu les gros durs et jetaient les affaires. Et vous n'avez jamais fait ça? Non, j'ai toujours récupéré la médaille de la Vierge. Pour moi, c'était symbolique. Je me rappelle, pour l'ex-Yougoslavie, on est parti pour une mission qui s'appelait Balbuzar, le Balbuzar noir, on appelait ça la mission du désespoir. Le père était là avec sa pochette et toutes ses médailles de la Vierge. Donc, il les distribuait. Moi, je les gardais, je disais aux gars, si vous n'en voulez pas, vous ne les prenez pas, mais ne jetez pas, quoi. Et il y a une des médailles que vous avez offert à un Africain en Côte d'Ivoire qui est devenu... Ah oui, le petit, je m'en souviens bien. Alors l'Africain s'appelait Ambroise, oui. Je m'en souviens bien. Et nous, les commandos, chaque fois qu'on s'installe quelque part en camp de base, qu'on appelle ça, on va tisser les contacts avec les gens. Donc en fait, on les rémunère pour soit nous laver le linge, soit pour nous amener à manger, améliorer l'ordinaire, tout ça. Puis ça crée des contacts. Oui, mais puis on a cette espèce de culture où voilà, on n'est pas chez nous, mais on crée de la relation. Et un jour, Ambroise, qui lavait notre linge, j'étais avec l'adjudant, Fred Thomas, pour ne pas le nommer. Et puis Ambroise nous dit, je viens d'avoir un petit garçon. Alors, j'étais avec Fred Thomas, j'ai dit, Ambroise, t'as eu un petit garçon de ça? Il dit oui, mais bon, j'ai dit, mais quel prénom tu lui as donné? Il dit, j'ai pas donné de prénom encore, j'attends de savoir s'il va vivre. Vous voyez, il y a un peu la différence notoire. Je dis, pourquoi tu l'appelles pas Marius? Puis il dit, oui, pourquoi pas? Il dit, je vais l'appeler Marius. Et là, j'ai sorti ma médaille, j'avais une médaille de la Sainte Vierge, avec bien sûr, j'ai pas de chaîne. Donc j'ai mis un petit cordon, j'avais de la suspente, hein, la corde à parachute, coupée. Et j'ai remis la médaille pour le petit, et le petit s'appelle Marius. Donc il y a un petit du côté de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et c'est un peu comme si vous étiez son parrain, quoi. Ah oui, je dis pas ça, oui, mais c'est vrai que...
Il a quel âge aujourd'hui? Du coup, il a 2003. Ouais, c'est ça, 2003, oui. 22 ans. Malheureusement, il y a quelques jours, j'ai été aux obsèques du père d'une jeune que j'accompagne dans la paroisse qui s'est suicidé. Il n'y avait rien qui laissait paraître ça. Et c'était un homme qui était connu pour son rayonnement. Il y avait tous ses amis de toutes les époques. Enfin, il était dans la marine aussi. Et il y avait, je sais pas, une centaine d'officiers. Enfin, c'était d'une tristesse. Et on sent bien, et ça je pense que tous les gens qui nous écoutent le savent aussi, que dans la vie, il y a aussi cette pulsion de mort qui est là et qu'on ne sait pas toujours comment gérer. Mais ce que je trouve beau dans votre témoignage, et moi qui m'émeut beaucoup, c'est de se dire, en fait, crois en cette petite lumière. Quoi. Enfin, il faut croire en la lumière et il faut affronter. Quand ma grand-mère maternelle est décédée, la tante, la jeune sœur de mon père, m'a dit, il faut que je te donne quelque chose. Donc j'ai dit oui, elle me dit, quand j'ai fouillé le sac de sa grand-mère, j'ai trouvé un mot. Ah bon? J'ai dit oui. Elle l'avait toujours avec elle. C'est un mot de mon père quand il avait 10 ans. Mon père était de 37, le mot il date de 1947. Juste avant sa communion, ils sont Offenmai, je crois que le nom c'est ça. Et c'est marqué le 10 avril 1947. Maman, je te promets d'être un petit garçon sage. Je ne vais plus salir mon pantalon. Je ramènerai des cahiers propres à l'école et je serai un bon élève. Je t'aime, maman. Du coup, ça nous amène à la religion, on en a déjà beaucoup parlé, parce que j'ai quand même l'impression que dans votre vie, ça fait partie du soutènement. Enfin, votre foi c'est là. Des fondations aussi qui sont là, c'est vrai. Vous êtes enfant de cœur, oui. Vous avez aimé ça, vous racontez plein d'anecdotes avec votre petit frère. Joël. Ouais, Jo. Racontez-nous l'histoire où vous avez, aux obsèques, récupéré de la thune. Non, c'est pas. On faisait les mariages et les baptêmes. On faisait les mariages et les baptêmes. Ils nous appelaient parce que les mariés aimaient bien avoir, ou pendant les baptêmes, les enfants de chœur, ça faisait toujours bien. Et puis on allait sonner les cloches. À la main. À la main, oui. Le bout, il y avait le bout. À la marine, il n'y a pas de corde avec des bouts. Donc on sonnait et je m'étais en face avec mon frère. Et mon frère et moi, je me débrouillais toujours pour qu'on soit le binôme à aller ouvrir les portes et à sonner. Et les gens nous donnaient de l'argent quand ils sortaient, les enfants de chœur. Et je disais à mon frère, à la fin, quand il y avait un espèce de vêpre, c'était pas le prêtre en lui-même, c'était le vêpre qui était là, qui surveillait un peu la cérémonie, comment ça se passait. Il disait, vous avez eu quelques sous? Et je disais, non, je mentais. Non, on n'a rien eu. Et on avait des fois 20 ou 30 francs ou 40 francs parce que les gens c'était un heureux événement, donc c'était content, ils nous donnaient. Et après, dès qu'on changeait, donc je prenais mon frère avec moi, on allait au bar tabac chez Spezia, qui était un peu plus haut, et là on achetait des bonbons, des pistolets à eau. Et le prêtre à l'époque, le prêtre de cette paroisse, c'est quelle figure pour vous? C'est un homme bon? Non, il était bon. Oui, le prêtre était bon. Vous arrivez à votre première confession, vous vous préparez sérieusement à cause de la catéchisme qui était géniale. Oui, c'est ça, Madame Geoffroy. Oui. Pourquoi elle était géniale? Parce qu'elle nous racontait, elle disait, vous allez voir, après votre confession, vous allez vous sentir tellement bien, tellement, vous avez évacué tous vos péchés, tout ce qui s'est passé, vous allez être, tellement nouveau, renaissance et tout ça. Elle nous a tellement mis ça en tête. Elle dit, alors surtout, ne cachez rien, quoi. Vous dites tout ce que vous avez fait, toutes les bêtises que vous avez pu faire et tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà, et puis moi quand je suis arrivé dans le confessionnal, donc j'étais un petit peu stressé tout ça, alors il me dit mon fils, alors confessez-vous, qu'est-ce que vous savez? Je lui dis mon père, j'ai tué. Mais en plus, je laisse un temps mort, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être c'était dur à dire avec mon âme d'enfant, l'émotion, je dis j'ai tué. Et il me dit t'as tué? Je dis oui, j'ai tué des fourmis, des lézards et tout ça. Il me dit je vois remonter, quand je suis sorti, j'ai pris une calotte, je crois, derrière la tête. J'ai été faire 4 ou 5 Je vous salue Marie et des Notre Père là-bas. Mais je pense qu'au fond de lui-même, il a rigolé, quoi. Il a dû se dire, je suis tombé sur le bon, quoi. Vous avez 4 enfants. Vous aviez la mission aussi un peu de transmission au commando. Quel père vous êtes et comment vous avez dépassé les difficultés? Moi, alors après, je pense qu'au début, j'étais un peu un père un peu sévère parce que j'étais pas souvent là. Mais par contre, quand j'étais là, j'étais très disponible. J'ai fait beaucoup de choses avec mes enfants. J'aurais donné une culture du sport. Et j'ai jamais été frustrant ou humiliant, quoi. Ça, c'était important. Et Ange, mon dernier, c'est une éducation où je suis là en permanence, quoi. Donc, voilà. Mais comme je suis un enfant, je suis un enfant autant que lui, donc je vais jusqu'au bout de l'amusement, jusqu'au bout des choses. Et j'ai lâché un petit peu le côté réglementaire ou le côté qu'on avait un petit peu, par exemple, j'avais des espèces de barrières où la place du père à table, elle est là, les enfants sont là, tout ça, ça a sauté, mais alors d'une force... Et en même temps, vous n'êtes pas le père copain avec Ange. Enfin, vous donnez le cadre, j'imagine. Non, il y a un cadre, il y a un cadre qui est là, sinon, mais il y a tellement d'amour à côté de ça, et comme l'amour que j'ai pour mes autres fils, que voilà, c'est l'amour qui prend le dessus.
Il faut un cadre, ça c'est normal, bien sûr qu'il vous faut un cadre. Il vous faut toujours un cadre pour avancer dans la vie. C'est la normalité des choses. Hein. Quand on n'a pas de repère, comme un navire quand il avance, hein, s'il n'a pas de feu de nuit, il va vite se retrouver échoué sur la côte. Hein. Ouais. Donc il faut avoir un repère. Dans l'envoyé spécial, il y a... Tu les aimes, tes gars? Ah mais c'est mes enfants, ça. C'est mes enfants. Je vais venir les voir samedi en plus. Ça. Regarde, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma famille. C'est le dernier stage, le 120, ils m'ont baptisé comme ça, papa. Parce qu'en fin de compte, quand tu les as appelés au stage, tu leur fais bien sentir que leur seule famille, les seules personnes sur qui ils peuvent compter, c'est nous, quoi. C'est nous, la famille. Et pourtant, il y a du cadre à fond, là. Ah non, oui, là, c'est resserré. Mais pourquoi? Parce que je veux protéger leur intégrité physique. Oui. Ce qu'ils vont connaître demain en opérationnel, par rapport à ce qu'ils vont vivre à un stage co, où c'est de l'entraînement et de la formation, ça ne sera rien par rapport au réel. Qu'est-ce que vous direz à Dieu quand vous arriverez là-haut? Merci. Merci de la vie sur Terre. Merci de la chance que j'ai ou que j'aurais eue, parce que je ne compte pas partir maintenant, hein, je compte rester encore un petit peu. Mais je lui dirais merci pour tout ça, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Et la vie est belle quand on sait la regarder, en profiter, avec une philosophie d'aide à son prochain. Et moi, je pense qu'à chaque fois, j'ai été confronté à la tentation, j'ai été confronté à plein de choses, et puis il y a cette petite lumière qui m'a remis à chaque fois dans l'axe et qui m'a permis d'avancer, et je remercie, oui, je le remercierai, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il vous dira, vous pensez? Il me dira, c'est bien ce que tu as fait. Tu as fait des bêtises, mais c'est bien ce que tu as fait quand même, parce que tu as aidé beaucoup de gens. J'ai remis des gens dans le chemin de la foi. C'était pas gagné. Je pense à ma femme, hein, Stéphanie, qui était pas du tout... voilà, et puis je l'ai remis dans ce chemin-là, de la prière aussi, quelquefois. Elle a ses enfants et que j'élève comme les miens. Et c'est le parcours du combattant pour baptiser les jumeaux. Hein. Je suis encore en train de me battre et j'irai les faire baptiser en Corse. Hein. J'ai encore travaillé hier au téléphone avec mon ami qui est là-bas. Elle a suivi toute sa formation, catéchisme, tout ça et tout. Et quand j'ai vu des grenouilles de bénitier qui freinent ces choses-là, alors que c'est les enfants qui demandent, et c'est écrit dans la Bible, Jésus a dit « Laissez venir les enfants à moi ». Mais arrêtons de freiner les gens quand ils ont envie de rentrer dans la religion, et n'allez pas leur imposer des parcours du combattant pour être baptisés. C'est pas un stage commando, mais normalement. Non, j'ai baptisé, mes fils sont tous baptisés. Après, ils ont choisi le chemin qu'ils voulaient dans la foi. Je les ai baptisés jusqu'à mon dernier ange qui est baptisé. Donc, il ne reste qu'une seule chose à faire, organiser le baptême des jumeaux. Oui, je vais y arriver. Il faut que je vienne à Marseille, oui, je pense. Vous venez à Paris. Non, mais s'il faut, je les amènerai à Paris je les amènerai à Paris, comme ça on fera une visite du musée des Invalides, que j'aime bien, qui est super sympa, Notre-Dame, parce que Notre-Dame, ils ne connaissent pas. Revoir, ouais. Et leur montrer Notre-Dame, et puis voilà, et on fera le baptême. Si votre fils avait voulu devenir prêtre, c'est quoi les questions que vous lui auriez posées? Je lui aurais dit, va au bout de tes envies, va au bout de tes passions. Du moment que tu as une philosophie d'honnêteté avec toi-même, que tu es en phase avec toi-même, que quand le matin tu te regardes dans le miroir et tu dis, effectivement, je suis quelqu'un de bien, je suis honnête et je fais du bien, je ne fais pas de mal, personne ne peut te reprocher quelque chose. Donc votre fils vous aurait dit « je veux devenir prêtre », vous l'auriez encouragé à fond? Complètement. L'autre fois, j'ai été faire la radio pour Ange des poumons parce que c'était pour sa visite, là, pour ses allergies, j'étais obligé de le faire. Et dans la salle d'attente, il y avait, quand je suis parti, il y avait une sœur qui était là. Et j'ai été la saluer, lui toucher la main parce qu'elle regardait Ange. Et je lui dis, c'est le mois de Marie. Elle me dit, oui, prions pour Marie. Et je suis parti. C'est incroyable. Il faut assumer ce qu'on est, assumer ce qu'on fait, du moment qu'on fait le bien. Je reste bien dans cet état d'esprit. C'est pas n'importe quoi. Il faut l'assumer. Et voilà, il faut être fier de ça. Je veux dire, moi, je sais pas, si un de mes enfants avait décidé de faire prêtre, j'aurais dit, ben, au contraire, fais-le. Fais prêtre. Prépare-toi, parce que ça va pas être facile. Tu vas être confronté à beaucoup de choses difficiles, mais en même temps, tu vas recevoir tellement de bonheur, tellement de joie et tellement d'échanges avec les gens que ça va inhiber tout le reste, quoi. Alors moi, j'ai un cadeau pour vous, Marius. J'ai un cadeau pour vous. Oh, c'est sympa. Ouais, non, mais vous êtes venu... Mais vous allez voir, ça va vous plaire. J'ai mis un petit mot d'explication et d'amitié. C'est une statue de Saint Joseph qui dort. Parce que vous savez, au début de sa vie, quand il y a eu tous les problèmes, que la Vierge Marie, elle avait reçu l'Annonciation, il n'y comprenait rien, puis après ils ont menacé Jésus, il a eu des songes, enfin il avait plein de soucis. Et c'est la statue que le pape François avait sur son bureau. D'accord. Et il la mettait comme il écrivait les soucis, il pliait et il mettait la statue dessus. D'accord. Et il disait, Saint Joseph, dors sur mes soucis, rêve-les et trouve-moi des solutions. Ouais.
Et c'est ce que je fais Pape avec ma François, mère. et C'est voilà, marrant. et ben, comme ça, vous Ouais, aurez aussi ouais, ouais. Saint-Joseph. Et ça, je lirai qui dort, à et tout ça, seul vous dans le le lirez train. Ouais, tranquillement. tranquillement dans le train. Mais c'est vraiment en amitié pour Ouais, bah, je c'est sentais super bien qu'on sympa. allait Merci faire à une vous. super belle rencontre. Donc c'est votre Saint-Joseph pour vous. Ah ouais, merci beaucoup. Faudra que je me confesse un de ces quatre, quoi. Bah, on se rencontrera. Ah ouais. Non, le baptême, Maintenant qu'on se peut-être. connaît, c'est facile. J'amènerai un sac de couchage, je pense. Non, mais moi, je fais pas, je ne voyage pas à travers le monde sans faire toutes les églises, quoi. C'est des endroits où je me sens à l'aise. Je me sens bien. Vous voyez, regardez, ça c'est mon alliance. Hein. C'est le Notre Père mon alliance, c'est Notre Père en latin, quoi. Voilà. Incroyable. Ouais. Celle-là, c'est l'emblème des commandos. Vous voyez, Ouais. opération combinée. La devise des commandos Toto, unité de conquérir. Et j'ai pas pu m'empêcher de mettre le Christ et quand même l'archange d'un côté, quoi. Hein. Voilà. Ça, c'est les paras. L'archange ouais, Michel. ouais, voilà. Et Jésus, Ouais. elle est magnifique. Ouais. C'est trop bien, elles sont très belles. Voilà. Merci beaucoup. Non, merci à vous.